à tous, aujourd'hui l'émission Objectif 2018 est consacrée à la commune d'Ohaye, une commune qui depuis 2012 est dirigée par la coalition Écolo. Autour de la table, Christophe Gillon, vous avez en 2012 créé la surprise en décrochant le majorat avec le groupe Éco. Merci d'être présent. À vos côtés, Françoise Ancet, vous êtes échevine écolo de l'aménagement du territoire. C'était la première fois qu'Écolo accédait à l'exécutif ohayetois. Alors face à vous, Didier Hélin, vous êtes conseiller de l'opposition, enfin de la minorité, vous préférez cette expression-là, et vous représentez donc le groupe IDOE. Alors effectivement, en regardant cette mandature, le fait marquant, c'est incontestable, c'est ce changement de majorité. Peu l'avait prévu, peu l'avait prédit en tout cas. On vous propose de nous replonger dans les bouleversements qui ont suivi ce scrutin communal de 2012. Changement de majorité à Ohaye. Au lendemain des élections, Christophe Gillon du groupe Éco devient le nouvel homme fort de la commune avec 810 voix de préférence. La nouvelle formation Éco flirte avec 50% de votes. Elle remporte 8 sièges sur les 15. En tout cas, ce que je souhaite, c'est ramener le calme et la sérénité au sein du collège. C'est également augmenter la participation citoyenne. IDOE doit accuser le coup. L'équipe emmenée par Daniel Delavelay est renvoyée dans l'opposition. Maintenant, si à un moment donné, je sens que, en définitive, je ne suis qu'un problème et rien qu'un problème, comme certains ont essayé de le faire croire, à ce moment-là, j'en tirerai les conséquences. Éco aurait pu siéger seul, mais la volonté fut d'élargir la majorité au groupe Écolo. Les Verts héritent donc de l'échevinat de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Avant tout, moi, je trouve que c'est une chance exceptionnelle que grâce à Éco, on puisse, nous, écologistes, monter en majorité. Parce que je crois qu'on va faire une équipe vraiment complémentaire et très pluridisciplinaire. Et je trouve que c'est ça qui est vraiment enthousiasmant dans l'équipe que porte et que propose Christophe Gillon ici pour le collège échevinal. Christophe Gillon, on le voit sur ces images, vous êtes retrouvé bourgmestre du jour au lendemain sans être passé par la case de conseiller communal. Vous étiez au préalable conseiller provincial. C'est un sacré challenge. C'est un challenge, pas facile à réaliser, mais dès le moment où on a été choisi, on est élu, il faut se retrousser les manches pour faire avancer les choses. C'est ce que j'ai fait, mais je ne l'ai pas fait seul. Je l'ai fait avec une équipe et c'est surtout grâce à une équipe qu'on peut avancer, qu'on peut travailler. Et à ce sujet, je tiens également à remercier notre partenaire Écolo et en particulier Françoise, qui fait partie de l'aventure depuis le début. Et tout s'est vraiment et toujours bien passé. On espère que ce sera encore ainsi la dernière année de la législature. Alors effectivement, vous avez tendu la main à Écolo. C'est la première fois qu'Écolo entrait dans un exécutif ohayetois. Vous avez participé au collège. Pour vous, c'était un grand enjeu, finalement, le fait de crédibiliser la position d'Écolo au sein de Ohaye. Oui, c'était une grande chance de travailler avec l'équipe de Éco et Christophe effectivement en particulier, parce que très vite, mais comme on l'a vu ici dans la séquence, on s'est rejoint sur des choses essentielles qui sont l'apaisement et la participation. Et donc vraiment, ça a été de se dire, la culture de la paix et de la bienveillance en politique, c'est quelque chose qui va permettre de faire émerger des projets. On aura l'occasion sans doute d'en parler après, mais en matière de développement économique, ça a permis justement, je pense, de donner une certaine sécurité juridique, réglementaire. Aussi, on dit il y a une forme vraiment de travail sur l'équité des citoyens et donc de tout un travail de bonne gouvernance qui peut donner confiance aux citoyens, de se dire je peux investir à Ohaye, c'est important. Et je crois qu'il y a aussi vraiment dans la culture que moi j'ai apprécié et vraiment aussi je pense chez Christophe, c'est de dire notre objectif, c'est de construire, notre objectif de politique, c'est de construire le bien vivre ensemble. C'est ça qui va faire que ça va aider les citoyens à se sentir mieux et bien dans leur peau dans notre village. C'est vraiment, on pense, ce qui est important en politique, c'est de ne pas réagir au quart de tour, c'est apprendre la communication non violente, et même moi je dois l'apprendre encore, j'espère que je me suis un peu améliorée aussi, c'est vraiment pas évident. C'est faire travailler les citoyens et les faire participer à beaucoup de choses. On a un groupe de travail sécurité routière. Grâce au boulot de Christophe et de l'échevin des finances aussi, c'est vraiment soutenir les indépendants dans un groupe Ohaye professionnel. C'est un groupe nature, c'est un groupe énergie qui est en cours de constitution. Donc, on voit que vraiment vous avez trouvé en tout cas une très bonne collaboration. Mais ce qui était important, c'était aussi, moi, mon grand apprentissage, si je puis juste ces dernières choses, c'est que
être en politique, c'est apprendre à décider, et c'est à décider tous les jours, et c'est être clairvoyant sur la décision. Et la décision ne peut se faire qu'après avoir écouté. Et moi, je trouve que ça a été la plus grande difficulté. Il y a des décisions que je prends, et c'est une grande responsabilité. L'impact de ces décisions peut être grave le cas échéant. Donc, on doit pouvoir, à la fois dans une vision de la société, donc du bien vivre ensemble, et en écoutant les citoyens, qu'on doit pouvoir décider. Oui. Alors, je me tourne vers vous, Didier Hellin. Le soir des élections, c'est la Bérésina pour votre groupe. Vous aviez fusionné les deux groupes de l'ancienne majorité. C'était une stratégie qui s'est avérée perdante. Comment encaisse-t-on finalement cette claque? Je pense qu'au lendemain des élections, ça a été difficile. Surtout pour un certain nombre qui avaient travaillé très, très fort, qui avaient présenté un bilan de législature. On avait choisi une campagne propre avec une charte à l'époque, des candidats du groupe IDOE qu'on avait signé ensemble, et on a fait face à une campagne extrêmement dure de la part de l'opposition de l'époque, avec véritablement une chasse à l'homme, une attaque de l'homme, et c'était en principal l'ancien bourgmestre. Et donc je pense qu'il y a eu une erreur stratégique en fusionnant les deux listes, en effet. Le début de législature, je pense qu'on a voulu poursuivre dans une voie qui était positive, et je pense qu'il y a eu véritablement un apaisement du climat au sein du conseil communal, justement parce qu'il y a eu un chemin parcouru par les deux groupes, le groupe majoritaire et le groupe minoritaire. Je n'aime pas le terme opposition parce que la minorité en démocratie est essentielle. J'ai vécu les deux et je continue à vivre les deux, puisque je me suis retrouvé à la fois dans la minorité et dans la majorité. Et le rôle d'une minorité est essentiel. C'est un gardien, c'est de l'équité, c'est aussi une attention, c'est une force de proposition. Nous l'avons été. Et je pense que la majorité actuelle bénéficie d'un certain nombre d'acquis, comme nous l'avons fait par le passé, et notamment le fait que des financements nouveaux ont pu arriver grâce à l'assainissement des finances communales, grâce au plan communal de développement rural qui avait mis 15 ans, mais nous l'avions fait concrétiser. Ce sont des réalisations malheureusement moins visibles pour la population, et ça on l'a appris. Et donc les premiers mois ont été difficiles, mais au fur et à mesure, je pense qu'on a trouvé chacun le respect. Il reste quelques personnes qui ont plus difficile dans le dialogue, mais nous y arrivons, et nous avons souvent d'ailleurs des après-conseils où on est en toute amitié autour d'une boisson, autour d'une discussion, et c'est agréable. Donc voilà. On n'a pas toujours facile à trouver sa place dans les propositions ou dans la participation, mais en tout cas, on a été plutôt une force de proposition et de vigilance qu'une force d'opposition. Alors, ici, moi, je pense qu'il y a certainement sur un point sur lequel on est tous d'accord ici, c'est qu'on travaille dans l'intérêt collectif. Alors on peut avoir des divergences de vues sur des dossiers ou avoir des techniques différentes pour arriver au résultat, mais notre point commun à tous, quels que soient les partis qui sont autour de la table au niveau du conseil communal de Douai, c'est l'intérêt collectif. Et je pense que c'est aussi une source d'apaisement. À un moment donné, quand on réfléchit, qu'on dit on travaille dans l'intérêt du citoyen, alors qu'on soit dans une minorité ou dans une majorité, je pense que c'est gagnant pour tout le monde et surtout pour les habitants de Douai. Alors, un premier tour de table. Je suis désolée parce qu'on est limité par le temps aussi. Mais la minorité a quand même fait plus de 40% des voix en 2012 avec 6 sièges. Donc je pense que la différence, elle se joue à 300 voix. Donc oui, la majorité était perdue, mais non, il y avait toujours une force importante de notre côté. Oui, maintenant, vous aviez fusionné quand même les deux groupes majoritaires. Oui, c'était quand même un désaveu de la part des citoyens. C'était, je crois, la fusion qui en effet. Voilà. Alors, un premier tour de table, un qualificatif et une note sur 10 pour cette législature. Christophe Gillon. Une belle aventure et 8 sur 10. Françoise Enthousiasmant, vraiment enthousiasmant, parce que de nombreux projets, je dirais 8 sur 10 aussi. Il y a toujours des progrès à faire. Alors Didier? Réponse difficile. Je n'irai pas jusqu'à 8 sur 10 parce que je pense qu'on a analysé le programme. Je dirais tout simplement 4 sur 10, tout simplement parce qu'on a analysé le nombre d'actions proposées et qu'il y a plus ou moins 40% du programme de législature qui a été réalisé à 5 ans. D'accord. Alors au niveau des réalisations, eh bien, nous avons préparé un petit magnéto qui nous replonge dans cette mandature. Voici donc les principaux projets qui ont abouti.
Les bâtiments scolaires figuraient parmi les priorités de la nouvelle équipe. On notera comme réalisation l'extension de l'école de Perouet, travaux également à l'école d'Ayo où les châssis, l'électricité, le chauffage et les sanitaires ont été remplacés. Enfin, l'école d'Oé a aussi reçu une promesse ferme de subsides pour des travaux d'extension. En matière sportive, il a surtout été question du terrain synthétique du RFC Oé, un aménagement attendu depuis près de 10 ans par le club. Toujours au niveau des associations oétoises, les travaux de la salle Lisbanette viennent de débuter, de même que l'aménagement du cœur de village d'Evelette. Autre dossier qui poursuit son avancée, le réseau de chaleur porté par la précédente équipe. Durant cette législature, les premiers logements sociaux ont été inaugurés. Les travaux ont été longs, mais au final, l'école de Jalais accueille 3 unités de logement. Prochainement, 3 autres logements verront le jour dans le presbytère de Jalais. Au niveau des acquisitions, les autorités communales ont décidé de transformer la maison de Marie en un logement et une buanderie. Le Val d'Or a également été acheté par le CPAS d'Oé afin de le transformer en 2 logements et en un espace multifonctionnel au rez-de-chaussée. La maison d'accueil communautaire a également été consacrée à l'accueil des aînés qui participent notamment à des ateliers intergénérationnels. La maison Strel, quant à elle, deviendra le syndicat d'initiative. Alors si l'on doit retenir 2 réalisations dont vous êtes particulièrement fiers durant cette législature, quelles sont-elles? C'est d'une part le terrain de football synthétique. Je pense qu'il était annoncé dans le reportage depuis des années. Alors ça a été un dossier difficile, laborieux, et le résultat, c'est qu'il est en train de se terminer. Je pense un bilan quand même relativement élogieux de manière générale pour le monde associatif. On a cité toute une série de projets. C'est quand même finalement 2 millions d'euros qui ont été investis de manière générale. Ça peut avoir également des retombées au niveau du socio-économique, j'ai envie de dire, puisque là derrière il y a de la vie, il y a des activités, il y a des commerces qui sont impactés. Et le deuxième, c'est l'enseignement, où là aussi, on n'a pas à rougir, je pense. On a un bulletin, je pense, supérieur à 4 sur 10 dans ces 2 domaines, puisque là, c'est aussi de l'ordre de 2 600 000 euros investis en 4 ans pour l'enseignement. Donc, un renouvellement complet, j'ai envie de dire, des installations et des extensions annoncées dans les mois à venir. Didier Hélin, je me tourne vers vous. Vous, qu'est-ce que vous retenez finalement de cette mandature ? Ce que je retiens, c'est une certaine continuité. On a parlé de Lisbanette. C'est un projet qui a pu se réaliser grâce au financement du programme communal de développement rural qui a été construit par l'ancienne majorité. Voilà. Sur les écoles, en effet, il y a, je pense, une concrétisation sur des extensions qui sont liées à un développement de l'école de Perouet, par exemple. L'école de Perouet, depuis 2009-2010, elle a vu sa population croître. On a d'abord envisagé une porte à cabine parce que forcément, on ne sait pas investir aussi vite dans l'enseignement. Et puis, il y a le terrain de foot qui a été très difficile à faire aboutir parce qu'il y a eu des changements de stratégie entre la localisation, la taille, les aménagements. Et avec la région wallonne, ça n'a pas toujours été ça, mais on n'a pas toujours été non plus prioritaire. Mais je pense que ça, c'est une concrétisation qui a pris plus de temps que prévu. Mais le club de foot rappelait que 10 ans, c'est finalement la même chose qui a été la durée pour avoir la buvette. Donc voilà, ce sont des enjeux difficiles. Sur le monde associatif, je dirais quand même qu'il y a évidemment Lisbanette qui apparaît, mais il y a aussi eu des restrictions au niveau du monde associatif. Et donc ça, c'est une faille dans je pense, les objectifs qui s'étaient fixés la majorité. Je me permets de vous interrompre, justement pour lancer le premier magnéto. C'est la question qui dérange, la question citoyenne. On retrouve un musicien de l'harmonie de Oé. Je fais partie de la fanfare, du comité de la fanfare d'Oé et en fait on se posait quelques questions au niveau du déplacement du matériel communal. Si c'est vrai que pour l'instant c'est nous qui devons aller le chercher, on doit prendre souvent congé pour aller le chercher dans les heures d'ouverture. Et donc c'est pour voir si ce serait possible de revenir un peu sur les positions, même si ce n'est pas toujours évident, mais que nous puissions avoir le matériel via les ouvriers communaux, comme c'était le cas auparavant. Alors Christophe Gillon, que peut-on répondre à cet habitant ? Mais je pense que
le monde associatif, de manière générale, se porte bien à Oé. Quand j'en constate, en tout cas, les chiffres de cette année, si on prend l'été, sur deux mois de vacances, c'est 4000 personnes qui sont rendues à Oé dans le cadre d'activités multiples et diverses. Au niveau du matériel, nous avons investi dans du nouveau matériel. Nous avons investi dans du matériel plus léger. Et au niveau du transport, hormis le transport des chapiteaux qui ne se réalise plus, tout le reste est toujours assuré par le personnel communal. Et j'ai envie de dire, l'avantage de ne plus l'assurer nous-mêmes, c'est que la personne, enfin les organisateurs, peuvent venir le retirer au service des travaux quand ils le souhaitent. Ils ne sont pas obligés nécessairement de prendre congé. S'ils souhaitent venir chercher le matériel le lundi pour le monter le mercredi après-midi, ils peuvent le faire. Qu'auparavant, qu'est-ce qu'on faisait? On le déposait le vendredi, on le récupérait le lundi. Donc il y a une certaine flexibilité qu'il n'y avait peut-être pas auparavant. Maintenant, réfléchir à de nouvelles formules, oui, je pense que ce n'est pas impossible. Et on parlait tout à l'heure de la participation citoyenne. C'est certainement un des sujets sur lesquels on peut rediscuter avec les associations. L'idée, c'est de les rencontrer, de se remettre autour de la table, de faire une évaluation. On pourrait parler de la même façon de la sécurité des manifestations. On est parti sur un premier document qui a évolué et maintenant, il complète, il nous donne des informations clés et le travail et l'analyse de risque se fait en interne et par des professionnels. Donc voilà, la porte n'est pas fermée, mais je pense que globalement, le monde associatif n'a pas été fortement pénalisé. C'est une organisation différente et peut-être quelques adaptations à revoir. Didier Héllin. Quand on écoute le monde associatif, c'est essentiellement des bénévoles. Et on constate quand même un désengagement progressif de la société civile, tout simplement, dans un certain nombre d'activités, malgré la mobilisation comme le Télévis à Oé, qui a vraiment constitué un groupe. Et on les écoute et on entend qu'ils regrettent quelque peu, notamment la réduction des subsides. Le financement des associations à Oé, c'est moins d'1% du budget communal, et donc réduire de 10% ce budget-là, c'était sans doute pas nécessaire. D'autre part, c'est vrai que pour un bénévole, devoir venir chercher le matériel la semaine, c'est un problème parce que le bénévole, il n'est pas sans emploi, il travaille toute la semaine. Donc que ce soit le lundi, le mardi ou le mercredi ou le vendredi, il est obligé de prendre congé quelque part, d'aménager pour pouvoir venir chercher le matériel. Et ça, c'est une critique qu'ils font parce que ça empêche évidemment le milieu associatif de pleinement s'épanouir, même s'il reste très fort en effet sur le territoire d'Oé. Enfin, on entend ici qu'il y a quand même une ouverture. Une petite précision, les subsides annuels en fonctionnement aux associations, c'est 70 000 € par an. Alors, si je fais le tour des communes avoisinantes, oui, je doute que tout le monde arrive à ce montant-là. Voilà, mais c'était une force d'Oé, donc il fallait la maintenir. Tout à fait. Mais on n'a jamais dit qu'on allait supprimer les subsides aux associations. Vous avez en fait plutôt envisagé de faire l'acquisition d'un matériel transportable, voilà, pour que les bénévoles puissent transporter eux-mêmes les Tout à fait. Mais c'est uniquement les chapiteaux, le reste, tout ce qui est sécurité, les barrières nadar, les plans de déviation, les podiums, tout ça est transporté comme par le passé. Ce milieu a très difficilement vécu aussi les charges administratives, le document, les mesures de sécurité. Et moi, j'ai toujours fait la comparaison, quand il y a une activité d'école organisée par la commune, les règles de sécurité sont parfois moindres que pour des associations de jeunes qui n'ont pas toujours compris les carcans qu'on leur mettait. Je sais bien qu'on est en période de risque, mais il y a quand même une mesure à garder. Et donc ça a été un enjeu, une grosse discussion entre les autorités communales et les associations. J'ai été appelé une nuit d'un samedi au dimanche où on m'a annoncé lors d'une activité qui se passait sur le territoire de la commune de Oé un décès. Je peux vous dire qu'après un appel comme celui-là, on n'a plus la même vision de la sécurité. Et l'objectif dans le cadre du formulaire sécurité, c'est tout d'abord de protéger les organisateurs, d'attirer leur attention et de leur dire, écoutez, mettez toutes les chances de votre côté parce qu'on sait que vous êtes des bénévoles, on sait que vous pouvez engager votre responsabilité et faites attention. C'est simplement ça l'objectif. Ok. Alors on va passer à une seconde question citoyenne. On retrouve Paulette, la sympathique épicière d'Ayo. La commune d'Oé, ils ont déjà fait beaucoup je pense qu'ils ont déjà fait beaucoup pour les personnes âgées, mais dernièrement, on avait parlé du projet de faire une maison de repos. J'aurais voulu savoir si ça se fera, parce qu'il y a beaucoup de personnes seules qui voudraient ne pas quitter leur village, et que ce soit à Oé ou à Lyon, ou vraiment dans les environs, qui auraient une maison de repos. C'est pour savoir où en est le projet à l'heure actuelle. Alors je me tourne vers l'Échevine en matière d'aménagement du territoire.
Cette maison de repos, où en est-on ? Donc je suis fine du logement aussi, hein, et on a beaucoup travaillé sur le logement, et là justement je trouve qu'il y a eu un travail participatif et avec des engagements de citoyens, et c'est une caractéristique de notre collège, c'est une transversalité, donc je passerai la parole à Christophe juste après. En matière d'approche du logement des aînés, l'approche est vaste, et on a fait dernièrement un petit salon sur bien vieillir à Ohaye, et l'enjeu c'était vraiment de dire à 60-65 ans, maintenant, il est temps de réfléchir vraiment à votre devenir et à votre logement. Et pour votre avenir de logement, il y a plein de possibilités. Il n'y a pas que la maison de repos, mais donc réfléchissez à votre logement. Vous pouvez vivre chez vous, mais il faut adapter le logement, il faut peut-être le diviser. Il y a peut-être des systèmes d'association, de couples. On a des couples dans le territoire et du groupement d'action locale, d'ailleurs, qui réfléchissent à s'associer pour construire leur logement. Alors le projet de maison de repos est un projet qui nous tient à cœur, qui tient au cœur de la majorité et qui me tient particulièrement à cœur puisque je suis moi-même titulaire d'un diplôme de directeur de maison de repos. Donc autant vous dire que les aînés, chez moi, c'est quelque chose d'important. Et donc, nous avons été approchés il y a 2-3 ans par une structure qui nous proposait de développer quelque chose sur Ohaye. Et on s'est penché sur l'idée. Bon, il faut savoir qu'on a une population entre 65 et 90 ans de 800 personnes plus ou moins. Donc, c'est vous dire combien ça représente 20% de la population. Et donc, on a souhaité se faire accompagner dans cette analyse par le Bureau économique de la province de Namur. Nous en sommes à la visite d'institutions. Donc le terrain existe. Le terrain, donc il y a 2 solutions. Donc on a 2 pistes d'idées, de localisation, et on devrait normalement arriver à une concrétisation dans les 2 à 3 ans. Donc l'étape suivante, c'est l'interrogation de la programmation pour obtenir des lits. Après, donc, on partirait dans un partenariat privé-public où la gestion quotidienne et la construction du bâtiment seraient assurées par un partenaire privé. D'accord. Cette politique des seniors, vous la soutenez ? Sur la politique des aînés, je pense qu'il faut quitter une logique très paternaliste des aînés. À 65 ans, on est jeune, on est actif. La preuve, Madame Paulette est toujours active à son âge. Et donc, les aînés à 65 ans, ça reste des adultes en pleine force de l'âge, pour l'essentiel. Et donc, cette vision un peu d'atelier, pâtisserie, etc., moi, j'entends des aînés qui disent « mais ça ne colle pas du tout avec moi. Je reste une personne adulte et donc il faut pouvoir agir comme cela et avoir une politique plus comme cela. » D'autre part, les aînés, évidemment, à un moment donné, il y a un problème en milieu rural d'autonomie. Il faut impérativement travailler un maximum sur l'autonomie à domicile. Et je pense avoir une certaine expérience dans ce domaine-là, via mon entourage. Des personnes de 87 ans, même très, très affaiblies, peuvent toujours bien rester chez elles si elles font l'objet d'un encadrement suffisant. Au-delà de ça, pour la maison de repos, bien entendu que c'est un objectif commun, pas facile. Et je pense qu'il y a une réflexion à avoir avec l'expérience qui vient d'être concrétisée à Bièvre. C'est que travailler de manière monocommunale, une seule commune, il faut peut-être quand même regarder avec, et je pense qu'au travers du GAL, on peut le faire, avec nos 2 communes voisines, pour essayer de voir si on ne créerait pas ce projet avec les autres communes. Bièvre l'a fait et c'est pluricommunal. D'accord. Donc ça, c'est peut-être une chance de la réussir. D'accord. Alors, 2 mots aussi sur les finances communales. Il y a eu une légère augmentation des taxes votée en décembre dernier. Elle était incontournable ? Mais elle était notamment justifiée par les mesures tax shift qui impactaient bien entendu les finances communales. On a dû subir, comme toutes les autres communes, donc pas de raison de s'en cacher, la réforme des services de secours. Je pense que Ohaye n'a pas été la seule commune à augmenter son taux d'imposition. Andenne-la-Fay, Fosse-la-Ville et d'autres encore. Toutefois, à l'analyse du cluster, il faut savoir que les Ohayetois payent en moyenne 65 € d'impôts en moins que les autres communes du cluster. Les autres communes du cluster, c'est Amois, c'est Assès, c'est Gèvres, c'est Modave, c'est Tinlot, donc des communes similaires aux nôtres. Par ailleurs, ce qu'on doit ajouter, c'est que là derrière, il y a eu aussi des investissements importants. Sur une législature, c'est 12 millions d'investissements réalisés. D'accord, une politique d'investissement que vous reconnaissez, mais dont vous contestez parfois le financement. Mais qui n'a été possible que via l'assainissement des finances communales avant et via le programme communal. Et je dirais qu'il y avait moyen d'éviter l'augmentation de l'impôt, parce que si les Ohayetois payent un peu moins d'impôts, c'est aussi parce que le salaire moyen des Ohayetois est plus faible. Et donc, il faut tenir compte de cela. Il y a moyen de mener une politique qui permet de ne pas revoir à la hausse, mais plutôt à la baisse, la fiscalité communale. Je pense qu'on peut le faire. Il y a des communes qui sont en train de le démontrer dans notre pays.
Voilà, merci en tout cas à tous d'être venus. On se retrouvera en septembre prochain avec les propositions des uns et des autres pour faire le bilan sur les programmes de chacun. Merci en tout cas pour vos échanges constructifs. Passez une excellente soirée. À bientôt.